Bonjour à vous deux, donc Salut. Salut. Batro et Oriane. Donc merci à vous deux d'être venus aujourd'hui donc pour Superflu, donc pour faire une petite présentation vidéo d'un travail qui n'est pas un travail tout à fait classique ou ordinaire, Hmm. aujourd'hui on rentre dans l'univers du jeu de rôle. Alors évidemment, à Superflu, c'est vrai qu'on a déjà pas mal parlé de jeux de rôle et de jeux vidéo, notamment particulièrement. On fait aussi on fait tout un travail aussi sur toutes les, cult- les cultures sombres, on peut dire ça comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est face à un objet qui a une place un petit peu particulière, puisque c'est un livre, un jeu de rôle pour le coup, qui synthétise un petit peu tout ça. C'est un projet totalement atypique en fait dans l'univers du jeu de rôle, puisque c'est un. Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir cet objet qui Euh, s'appelle la trilogie de la crasse? je pourrais dire que c'est un mélange un peu hybride entre des romans, Hum, voilà, des romans et un jeu de rôle qui permet en fait de vivre des aventures à l'intérieur des romans. mhm, Donc du coup, ça peut être à la fois pour les amateurs de jeux de rôle, plutôt intenses, on va dire, et à la fois des amateurs de romans qui n'ont pas forcément eh bien, d'envie de faire du jeu ou quoi que ce soit. hum, Les deux parties en fait du livre sont très séparées. Donc on mhm, peut très bien prendre l'un ou l'autre en fonction de nos envies, ou prendre les deux si on est curieux. Voilà, si on est plutôt dans le roman mais pas trop dans le jeu, on peut quand même regarder un peu la partie jeu de rôle pour voir un hum, peu les choses qui sont mis en exergue, on va dire, parce que c'est un peu de l'analyse aussi. Pour mhm, jouer, pour s'immerger dans un roman, il faut aussi des éléments d'analyse, quoi. C'est ce qu'on fournit dans le côté jeu de rôle. mhm. Alors, c'est vrai il faut parler un petit peu de cette co-création, il y a trois créateurs à la base dans donc il y a toi, Ouais, donc qui a apparemment, enfin, d'après ce que j'ai compris, donc tu as conceptualisé toute la partie hardware, c'est-à-dire toute la partie règles, règle, ouais, toute ouais, cette ouais. partie-là. Et ensuite, on a un nom bon, qu'on connaît bien, en tout cas à Superflu, qui est Christophe Siebert. Christophe Siebert, pour ceux qui lisent un petit peu nos chroniques, hein. Donc c'est un auteur porno-gore, c'est-à-dire qu'en fait c'est un auteur d'horreur français qui depuis un travail qui dure depuis 2007, donc il y a pas mal d'années d'écriture et une vingtaine de publications, une vingtaine de romans depuis, travaille en fait dans un univers d'ultra-violence réaliste et très pornographique. Ouais. Pour faire court, hein, disons qu'on on Ouais. peut dire que son univers tourne en tout cas tourne autour de l'ultra-violence, de la pornographie, et qui depuis un certain nombre d'années en fait aborde aujourd'hui un nouveau terrain qui est plus celui d'une sorte de science-fiction post-William Burroughs, on peut Ouais, dire c'est ça vrai. comme ça. Et on peut dire que du coup la trilogie de la Crasse est très centrée sur sur ces concepts. C'est-à-dire qu'on a de la pornographie, on a de l'ultra-violence, et Ouais. on a une sorte de multivers Ouais. qui renvoie effectivement à l'univers de William Burroughs, et pas mal de concepts qu'on retrouve dans les Terres écarlates, les Cités de la Nuit écarlate, Ouais. le Festin de nuit bien sûr. Enfin, on retrouve en tout cas énormément de concepts présents chez William Burroughs. Et il y a un troisième participant qui est l'illustrateur. Voilà, l'illustrateur qui du coup a fait aussi même des petites BD qui permettent un peu de mettre en scène de manière très claire, on va dire, l'ambiance, quoi, hein, les personnages, etc. Mhm, Notamment pour les joueurs de jeux de rôle, il suffit de lire une page, bon oui, il doit y avoir trois quatre BD peut-être, mhm, donc David Kamuskas il s'appelle, ou Mad Dog, oui. voilà. Il suffit je pense, de lire une page de BD, on a compris un peu le style Mhm, de, du roman, quoi. mhm. Voilà. Alors, avant d'aborder l'ouvrage proprement dit, j'aimerais quand même revenir un peu sur cette rencontre donc entre Sieber, Mad Dog et toi. Mm. J'ai cru comprendre, parce qu'il y a une interview donc, qui explicite un peu votre démarche à la fin Ouais, du à la livre, fin du bouquin, ouais. que c'est une rencontre qui s'est pas fait par hasard, mais surtout que c'est une rencontre aussi qui s'est fait par une espèce de désir de sortir le jeu de rôle de ses sentiers traditionnels. Oui, oui. Est-ce que vous pourriez en dire plus, puisqu'il y a...
Oui, tout à fait. Le gros avantage, c'est que, comme disait Patro tout à l'heure, c'est à la fois un roman, donc qui peut s'adresser à n'importe quel public amateur de romans un petit peu décalé. Oui. Et justement, ça rajoute une partie jeu de rôle qui permet d'approfondir le jeu de rôle, le roman. C'est que la particularité du jeu de rôle, c'est qu'au-delà du roman, d'une simple histoire, on va détailler des éléments qui ne sont utiles qu'au roman. Dans le jeu de rôle, on va détailler d'autres éléments qui appartiennent à l'ensemble de l'univers et qui vont permettre justement de s'imaginer de manière plus précise comment peuvent évoluer les différentes personnes, les différents personnages ou les différents lieux. Mhm. Et au niveau de l'univers proprement dit, puisque là, c'est quand même un livre, on va aborder un peu ce sujet-là, c'est un livre qui, en termes d'univers, là pour le coup, il sort complètement des sentiers battus, on est très très loin de Tolkien, de Donjons et Dragons, Oui. ou de l'heroic fantasy ou de la science-fiction. On pense effectivement qu'il y a vraiment une volonté aussi de casser un peu ces carcans. Alors pourquoi et comment ça s'est fait, à partir de quel... Je dirais qu'à la base, dans le milieu du jeu de rôle, donc c'est un milieu en fait qui est très influencé par des auteurs comme Tolkien, comme Howard, donc Conan, et il y a peu d'autres influences en dehors de ça. Donc on se retrouve avec la plupart des productions dans ce milieu-là, qui sont très elfes, nains, enfin extrêmement classiques en termes d'heroic fantasy. Et c'est aussi normal parce que c'est ce que la majorité des gens finalement vont aimer, hein. C'est un marché du jeu à la base. Le truc un peu spécifique au jeu de rôle, c'est que c'est un jeu de société vraiment pas comme les autres où tu peux vraiment t'immerger dans un univers et avoir des sensations qui sont assez proches, voire plus fortes que le cinéma. Parce que là, t'es plus passif devant ton écran, tu incarnes en fait un personnage dans le film en quelque sorte. Et du coup, c'est vraiment un médium étonnant. Et l'idée, c'était de se servir, de tordre un peu les principes voilà, d'heroic fantasy classique du jeu de rôle et d'amener d'autres influences. Donc, tu as cité William Burroughs, voilà, pour Le Festin nu notamment, Les Terres occidentales aussi. Et puis, tu as du Ballard, hein, Crash, etc. Je pense que tu as des influences aussi un peu. Je peux citer des films comme Mimic, comme The Human Centipede, aussi, le 2 que j'aime beaucoup. Donc l'idée, c'était donc de faire jouer des monstres. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu fait dans le jeu de rôle. Mais alors des vrais monstres, hein, pas par exemple des vampires un peu romantiques. Oui, à la Lestat le vampire, Anne Rice. Ouais, voilà. Et pareil, de mettre de la sexualité aussi en scène, ce qui n'existe pas dans le jeu de rôle. Je rajouterais même qu'il y a un côté intéressant justement dans le jeu de rôle, c'est d'incarner un avatar. C'est d'incarner un personnage qui va pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut dans un univers donné. Et du coup, Trilogie d'Akras, ça permet d'incarner ces monstres avec une moralité qui est quand même particulière, qui est décalée par rapport à ce qu'on connaît habituellement. Et du coup, justement, de pouvoir évoluer dans un univers où on renverse complètement les codes des tabous et du politiquement correct. Oui. Alors, c'est vrai que je peux rebondir là-dessus parce qu'il y a aussi une influence dont on n'a pas parlé mais qui est assez atypique et très intéressante. On voit beaucoup de références à l'Apocalypse Culture par exemple, au livre de Adam Parfrey, à la musique industrielle, Throbbing Gristle, etc. Il y a tout un tas de références. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce qu'on appelle l'Apocalypse Culture, ça désigne en fait un livre particulier qui porte ce titre, sorti en 1987, qui s'appelle Apocalypse Culture, et qui était une sorte de synthèse de tous les sujets tabous et de toutes les formes de recherche un petit peu ésotériques sur des formes de savoir interdit et sur tout ce qui rassemblait un certain nombre d'artistes maudits ou marginaux. Ouais, voilà, c'était ça, ouais. Et, aux États-Unis particulièrement. Ouais. Voilà, et notamment tu fais beaucoup de références au Chaos Magic, qui est un concept ésotérique sur la magie. La magic en fait est une forme spécifique de magie qui est liée à des pratiques qui étaient beaucoup employées par la Psychic Youth, si ma mémoire est bonne. C'est une espèce de syncrétisme en fait. Oui. Enfin, c'est assez intéressant. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut dire que c'est pour la première fois, enfin à ma connaissance,
c'est la première fois qu'on aborde ces concepts dans l'univers des rôlistes. C'est quelque chose qui est totalement... Alors, non, il y a deux jeux particulièrement qui s'appellent Uno Armies et Over the Edge, des jeux américains qui, dans les années fin 90-2000, ont mis la Chaos Magic au cœur de leur proposition, on va dire. C'est resté des jeux un peu cultes, voilà. Et je dirais qu'ils vont pas du tout aborder les mêmes choses que ce qu'on aborde dans la trilogie, qui est quand même beaucoup plus axé incarner des monstres dans un univers vraiment où tu renverses les normes, si tu veux, plus que des sorciers urbains. Tu vois, enfin, je trouvais d'ailleurs que les jeux que je cite, par exemple, ça restait très créatif, mais ça allait pas très très loin. Voilà. Alors du coup, on peut aborder le bouquin proprement dit. Donc il est divisé en 3 romans qui développent 3 types de créatures. Oui. Donc le premier roman, donc on découvre les hommes porcs. Voilà, donc c'est des espèces de monstres humanoïdes avec des têtes de cochons, qui ont toute une société de castes millénaires en fait, et qui sont vraiment mus par leur sexualité débordante. Et avant, ils étaient des espèces de sages, en fait, un peu dans le genre tantrique, quoi. Tu vois. Et donc ils allaient tout sagement en transcendant leur énergie sexuelle dans d'autres dimensions, quoi. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. C'est devenu des monstres psychopathes qui tuent, qui violent, qui ont leur propre société de pouvoir, leur conflit entre castes. Et par exemple, Sieber a assez intelligemment fait ça parce que on a des castes qui peuvent pas se masturber, par exemple. Pourquoi ? Parce que la masturbation, ça t'emmène dans d'autres dimensions. Voilà. Donc tu peux jouer en fait à la fois dans ce... Enfin, tu peux voir ça ou jouer ça du coup, quelque chose d'assez grotesque, voire humoristique, ou à la fois le voir d'une manière très sérieuse, d'une espèce de truc monstrueux, quoi. Un peuple qui a évolué en fait de manière totalement différente de l'humanité. Oui, parce que les hommes porcs, c'est vrai que ce qui est assez frappant, c'est cette division, cette espèce de race. On peut dire qu'il y a une sorte de division en deux catégories. C'est-à-dire qu'il y a une caste de dominants qui sont des sortes de partouzeurs et de violeurs multirécidivistes, mais qui sont dans une sorte d'upper class sociale qui leur donne une sorte de pouvoir de dominance à l'intérieur de cette société secrète. Et on a après le sous-prolétariat qui sont des sortes d'hommes porcs privés de toute sexualité, donc qui n'ont plus et qui sont menacés de mort, et qu'on tue s'ils se masturbent, etc. Donc on est dans une espèce de caste à deux vitesses, et on peut évidemment, j'imagine, incarner les deux. J'ai pas évidemment, n'étant pas rôliste. Tu peux incarner plein de castes différentes. Après c'est au MJ, à l'animateur, pour celui qui va animer la partie, ou aux joueurs de choisir un peu ce qu'ils veulent comme style d'univers, comme style de personnage. Après, l'autre chose qui est intéressante, c'est aussi... l'idée, c'était aussi de parler évidemment de la sexualité, c'était de parler de la figure du cochon, en fait, dans notre culture. Voilà, donc forcément, il y a un sous-texte... sociologique. Après, chacun, justement, je pense, viendra avec ses propres préjugés, ses propres images qu'ils ont sur le cochon, sur notre rapport à la nourriture aussi. Parce que par exemple, dans l'univers, à la base, les hommes porcs ont été créés pour servir de nourriture aux dieux. Et donc, c'était de la nourriture de qualité, quoi. Et puis petit à petit, forcément, ils se sont un peu rebellés et ils ont réussi à prendre leur liberté. Voilà. Et après, on aborde donc une des 3 catégories qui sont les cafards. Alors là aussi, cafard, de Ross, voilà, il y a quelque chose d'assez... Cronenberg aussi. Qui renvoie au festin de nuit ouvertement. Je citais aussi Mimic, Terry Gilliam, si je me souviens bien.
je me trompe Non, pas. c'est Guillermo del Toro, non? Ah, Del Toro. Ouais. Pardon, je les confonds des fois. Mm. Mais ouais, du coup, l'intérêt c'est de jouer aussi des espèces d'insectes géants extraterrestres qui te rentrent par le cul, quoi, Mm. et qui te prennent comme une poupée, comme Oui. une marionnette. Et après, ils te. Donc, du coup, tu peux pas les reconnaître parce Mm. qu'ils sont dans le corps des gens. Mm. Et ils observent les humains et ils essaient de trouver des passions en fait et de comprendre pourquoi l'humanité est passionnée par ça, par ça. Ils peuvent très bien faire du tourisme sexuel en Thaïlande ou faire de la couture. Oui. Voilà, c'est. Oui, alors c'est ça, donc tu viens d'énoncer leur particularité, c'est que ce sont des cafards géants pénétrants. C'est-à-dire qu'ils ont une faculté à prendre possession des corps Ouais. par la sodomie, si j'ai bien, Ouais. si j'ai bien suivi. Et donc du coup, on est face à des sortes de parasites. Enfin, il y a quelque chose qui renvoie effectivement, toujours, on revient à Cronenberg, l'idée du parasite pénétrant qui... Ouais, c'est du body horror quoi. C'est du body horror, avec l'horreur intérieure, donc c'est quelque chose d'assez différent de la mythologie des hommes porcs. Oui. Et ensuite, on a les mouches. Oui, alors les mouches c'est vachement plus cosmologique. L'idée c'était de faire vraiment trois espèces qui vont avoir des liens entre elles. Et petit à petit, progressivement, au fur et à mesure que tu lis le premier roman, puis le deuxième, et enfin le dernier, tu t'aperçois que c'est tout un univers qui a des liens, quoi. Oui. Et les mouches, en fait, c'est des gens qui en fait vivent dans plusieurs dimensions à la fois Mhm. et qui ont compris que l'univers est en train de mourir. C'est littéralement en fait un cadavre géant. Donc à voit en fait la pourriture quoi, qui descend des murs, à voit des asticots partout et les mouches sont des humains en fait en apparence, mais du coup elles sont capables d'aller dans d'autres dimensions et elles enquêtent sur le meurtre de l'univers. Qui a tué l'univers? Cette espèce d'enquêteur en fait bizarroïde et dégueulasse quoi. Mhm. Voilà. Alors c'est vrai que c'est quelque chose de c'est une esthétique qui est beaucoup déclinée notamment dans les illustrations de Madog. C'est l'idée effectivement de la pourriture comment on appelle ça, oui, le ver conquérant littéralement. Oui. C'est qu'en fait on a énormément d'images d'asticots dévorant de la chair. On est dans en fait une sorte de multivers. Enfin, le concept de multivers d'ailleurs je sais plus d'où ça vient. Il y a une source précise au terme multivers, je crois. C'est pas William Gibson? Alors, moi, dans de la culture geek, ce que je sais, c'est que c'est Donjons et Dragons. Ah, autant pour moi. Mais c'est ce qui est drôle, parce que du coup, on s'amuse à tordre les trucs classiques geek, en fait. Et tu vois, les multivers, en fait, c'est toutes les dimensions dans le premier des jeux de rôle, du coup, Donjons et Dragons, où tu as des univers... voilà, on s'en fout, on va pas détailler, mais l'intérêt, c'est que du coup, de reprendre ce concept vieux comme le monde dans la culture geek, et de le retourner et d'en montrer une autre image beaucoup plus horrifique. Alors, du coup, alors, c'est une question de non-rôliste, ce qui est mon cas. Concrètement, comment ça fonctionne? Je veux dire, l'articulation entre le roman et toute la partie, ce que j'appelle la partie hardware, toute la partie règles, etc. Comment on fait? Alors, on peut très bien définir le jeu de rôle assez simplement, c'est que tu vis des aventures, tu incarnes un personnage dans un monde fictionnel, et tu as un animateur qu'on appelle le meneur de jeu, qui va en fait te décrire le décor, c'est un peu un metteur en scène, quoi. Voilà. Et toi, tu vas réagir en fonction des situations qu'il dit. Par exemple, je te dis, voilà, t'es dans une forêt, c'est la tombée de la nuit, et soudain, tu entends les arbres bouger, pas très loin. Là, je te dis, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est un conteur qui s'adresse à un auditeur. Oui, et là, tu réponds, en fait, je sais pas, tu peux répondre, je regarde un peu plus attentivement, je vais me cacher, tu vois. Oui. Donc c'est très libre, en fait, c'est une narration qui est fondée sur le dialogue. Mais justement, c'est pas qu'un seul conteur, c'est que c'est à la fois un conteur, un narrateur, mais aussi un improvisateur, Oui. dans le sens où forcément il y a une interactivité entre l'histoire et les participants. Oui. Donc là, Batro te demandait ce que tu allais faire, et en fonction de ton action, l'animateur va devoir réagir, éventuellement même transformer son histoire, adapter son histoire pour justement en faire quelque chose de cohérent. Et du coup, là, il y a la particularité, c'est que ça nécessite du coup, dans ce cas précis, une connaissance un peu approfondie quand même des romans de Siebert. Je veux dire, de ceux qui font partie de la trilogie. Oui, c'est pour ça qu'ils sont dedans, pour les rôlistes et pour les non-rôlistes. Pour un rôliste, en fait, il va lire d'abord les romans,
Et ensuite, c'est toute une partie où on synthétise l'univers, on dit quel type d'aventure tu peux y jouer, quel type de personnage tu peux jouer, et les règles de jeu. D'accord. Voilà. En fait, faut imaginer, on va dire là, les romans comme un immense bac à sable, avec plein d'éléments dedans, donc des jouets, des décors, des personnages. Et puis le joueur, le rôliste, va arriver, va prendre les différents personnages, va dire bon ben voilà, tiens, je veux faire ça avec ce personnage, ça avec un autre. Et puis le narrateur, l'animateur, lui va justement cadrer un petit peu tout ça et va dire comment le décor ou les personnages vont réagir par rapport à ces actions. Oui, alors du coup, je voulais revenir un peu justement sur cette espèce parce que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup traité, en tout cas dans l'interview, c'est-à-dire que cette idée de sortir effectivement de ce qui est majoritaire effectivement dans le jeu de rôle, qui est l'univers de l'heroic fantasy, tous les univers dérivés de Tolkien, de Robert Howard, de Star Wars, qui tient aussi une énorme place dans cette culture-là, et justement d'aborder d'autres référents culturels, d'aborder d'autres types de thèmes, et d'autres. Est-ce que c'est venu une réaction simplement de rejet ou de ras-le-bol, ou est-ce que c'est venu que À la base, non, c'est tout simplement parce que moi j'ai grandi en lisant Le Marquis de Sade, j'ai grandi en lisant William Burroughs, j'ai grandi en lisant Bret Easton Ellis, Ballard, enfin c'est juste. J'ai vu des tas de films bizarres, étranges, extrêmes, tu vois, enfin. J'ai écouté des groupes bizarres aussi, et c'est juste que je suis moi en fait, j'ai juste apporté mes propres références qui pour le coup étaient assez différentes de ce qui se faisait en jeu de rôle. Et l'idée ça a été pourquoi pas ça se fait pas déjà, donc autant que j'essaie, voilà. Et je me suis aperçu que ça plaisait, voilà, à un certain nombre, ça reste minoritaire, mais ça plaît, du coup j'essaie de faire les choses de mieux en mieux, d'apporter des influences qui sont pas très courantes dans le jeu de rôle. Par exemple, si on parle d'horreur dans le milieu du jeu de rôle, ça va être Lovecraft. Oui. Et Lovecraft, c'est quelque chose c'est un auteur qui est extrêmement utilisé, recyclé, mais jusqu'à plus soif, quoi, tu vois. Oui, c'est presque un cliché du genre. C'est devenu un gros cliché, quoi. Et du coup, pourquoi pas apporter une autre mythologie, d'autres références à l'horreur, en fait. C'est très bien qu'il y ait Donjons et Dragons, c'est très bien qu'il y ait des elfes, des nains, il n'y a pas de souci, c'est juste que pourquoi pas essayer autre chose. Voilà. Et justement, est-ce que vous pourriez en dire un peu plus justement parce que je suis assez curieux des réactions du public, c'est-à-dire des réactions des joueurs. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit précisément justement sur ce que ça leur avait apporté, sur leur réception de cet objet? Alors je dirais que la meilleure réflexion que j'ai eue, c'est « Ah, c'est dérangeant, mais putain, qu'est-ce que c'est bon !» Ouais. Et alors souvent, les gens arrivent plutôt curieux, puisque c'est souvent présenté par le pitch, sur un jeu de rôle gore, porno, etc. Donc ils prennent pas forcément ça au sérieux. Et moi le but, quand j'anime ces jeux, c'est plutôt justement de faire la transition entre, on va dire, du jeu de rôle classique, donc ouvert au grand public, et justement quelque chose de différent, qui ouvre l'esprit et qui donne la curiosité de découvrir quelque chose de différent. Et donc j'essaie justement de faire cette passerelle, et en fait petit à petit, au fur et à mesure que je décris l'univers, que je décris l'histoire, j'essaie en fait de désensibiliser les gens sur les concepts moraux. Tout à l'heure on parlait des concepts moraux de base, j'essaie vraiment de tous les mettre dans une boîte, de secouer, et de les revomir en fait aux gens comme ça, pour qu'ils se les réapproprient dans l'univers de Trilogie de la Crasse. Oui. Et du coup après ça en fait des avatars qu'ils incarnent, qui sont complètement déconnectés de la réalité, on va dire, déconnectés des concepts bien clichés, bien moraux. Donc par exemple qui vont incarner des hommes forts, qui vont effectivement violer ou avoir en fait une sexualité complètement extravertie, mais qui n'est pas du tout sale, pas du tout perverse. Parce que c'est comme ça qu'est le jeu, et les tabous sont à certains endroits, la perversité en est à un autre, et du coup ils sont pas du tout gênés là-dedans. Et au final, quand on termine la partie, pour répondre à ta question, donc les gens en général terminent ça dans un feu d'artifice géant,
de paillettes et de sperme. Ils sont très contents d'avoir vécu cette aventure parce que ça a un côté très libérateur. Ouais. Et finalement, ils trouvent pas ça du tout ni sale, ni pervers, ni autre chose que effectivement c'est dérangeant. C'est dérangeant parce que ça les a déconnectés, mais ça a un côté très libérateur. Il y a un temps d'adaptation du coup entre le début à la fin. Oui, qui peut être plus ou moins long. Alors le temps d'adaptation, on va dire, ça va surtout être de la précaution pour éviter en fait de mettre les gens dans le malaise, parce que c'est pas le but non plus. Hein, c'est quand même d'instaurer une certaine confiance, une bonne ambiance, puisque le but d'un jeu c'est quand même de s'amuser. Et puis après, le temps d'adaptation, c'est aussi le moment où le narrateur, enfin le MJ, va pouvoir raconter l'histoire, l'univers, et où les différentes personnes vont pouvoir aussi prendre place avec leurs propres incarnations. Et vont pouvoir s'exprimer en disant mon avatar est plutôt comme ci, comme ça. Et en fait, petit à petit, on le voit assez rapidement dans le tour de table, les gens prennent confiance petit à petit. Donc il y a toujours des gens un petit peu plus extravertis que d'autres, mais en général, ça se passe toujours bien. Et j'ai même eu des rôlistes débutants, c'était leur tout premier jeu de rôle. Donc c'est un dépucelage des fois un peu brutal. Mais en général, ils se ressortent, ils sont très contents, ça se passe très bien. Ouais. Voilà. Et on a pu voir aussi en termes d'objet de vente, c'est un objet aussi qui au niveau de l'univers des librairies spécialisées dans le jeu de rôle, c'est un objet qui n'est pas forcément très facile à vendre. Il a une sorte de place un petit peu à part. On a pu voir ça dans certaines boutiques, ou peut-être pas, je sais pas, moi c'est un peu ce que j'ai pu observer. Je fréquente pas beaucoup de boutiques à part celle de Montpellier, donc et je suis pas objectif non plus parce que j'y présente également notamment ce jeu-là. Après, je sais que toi tu parlais d'une expérience aussi dans une boutique. Oui, où les gens disent ah oui, c'est bien, c'est très très bien, mais par rapport à notre clientèle, c'est un peu décalé, donc du coup il fallait le mettre un petit peu à part parce que c'était quelque chose qui tranchait vraiment par rapport effectivement à tout le reste, où effectivement on a des trolls, des elfes, etc. Ou des choses qui n'ont rien à voir avec de la violence ou de la pornographie. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'on est dans un objet pornographique, ouvertement. Je crois d'ailleurs qu'il y a une interdiction, je crois, il y a pas une... Oui, on a mis des conseils au moins de 18 ans, bien sûr. C'est ça. Donc il y a une... Alors du coup, comme c'est un objet du coup qui n'est pas... il y a une... voilà, il y a... Comment on appelle ça c'est comme les classifications PG dans les films américains. Du coup, il y a quelque chose qui le rend... On le met sur une étagère, et on riait de ça justement, sur le fait que c'est comparable aux publications pornographiques, aux romans de Média 1000 qu'on met sur la dernière étagère dans les relais H, quoi. C'est un peu comparable. Oui, après, il faut savoir qu'aussi le monde du jeu de rôle est en train de s'ouvrir à énormément de publics très différents, y compris du coup des parents qui avant étaient des jeunes rôlistes, puis aujourd'hui qui sont parents, donc ils initient leurs enfants. Donc on est aussi dans un marché qui va essayer de lisser les choses, parce qu'il y a plein de gamins qui arrivent, et il faut aussi les initier, quoi, avec des boîtes d'initiation, etc. Donc forcément, quand nous on arrive avec un objet comme ça, on n'est pas très bien vu, quoi. Mais après, je n'ai pas de retour vraiment choqué de quelques boutiques que ce soit. Donc je pense que après les gens sont intelligents. Enfin, je veux dire, c'est très bien marqué sur la couverture, c'est moins de 18. Il y a du gore, on a les influences, c'est très clair. Si tu joues à ça, c'est que t'as envie d'une expérience intense. Nous, ce qu'on propose, c'est un truc intense qui, à mon sens, n'existe pas dans le jeu de rôle. Et justement, il faut aussi cette diversité. Et tu le comparais par exemple aux publications pornographiques. Je dirais même que pour aller vraiment dans le grand public, on pourrait le comparer à des revues porno qui sont effectivement mises en haut d'étagère. Donc évidemment, on va pas les trouver au milieu des femmes actuelles et autres revues classiques, ça serait complètement décalé. Mais les gens, quand ils viennent acheter, par exemple, s'ils veulent acheter une revue porno, ils vont aller la chercher dans ce rayon. Oui. Voilà, donc, et il en faut pour tous les goûts. Tout à fait, c'est pas forcément ce qui va être le plus vendu, mais il en faut. Et c'est bien justement qu'il y ait cette diversité-là, et que cette diversité arrive, que ce soit dans le milieu holistique, dans le bouquin, dans le cinéma, dans
toutes sortes de milieux. Alors justement, mais peut-être justement on peut élargir un petit peu sur vos autres publications, puisqu'il y a quelques objets. Donc celui-ci, c'est Chevalerie et Sodomie. Voilà. Alors, Chevalerie et Sodomie, c'est à la base, c'était une petite farce. L'idée, c'était d'adapter en fait le Marquis de Sade dans un conte un peu macabre, où tu vas faire la révolution contre un marquis sadique qui va servir les gens. Et toi, alors c'est un jeu aussi qui tranche avec pas mal de gameplay qui existe en jeu de rôle. C'est que tu vas y jouer avec un minimum de 8 joueurs. Jusqu'à 12, enfin j'ai fait jusqu'à je crois 13 joueurs une fois. Ce qui est en fait le double, voire le triple de ce qui se fait actuellement. Un jeu de rôle, c'est 4-5 joueurs. Pour te donner une idée, donc là on est vraiment au-delà. Et l'idée, c'est que ça se joue debout. Tu vois ? Donc on casse aussi un peu les habitudes. Donc tout le monde est debout pendant 1 heure. Et on jette les dés par terre. C'est bien confortable comme... Alors c'est une technique qui te permet de rester dynamique parce que tu t'ennuies vite. Si t'as 11 joueurs, tu sais, souvent c'est à tour de rôle. Donc à toi, puis à toi, puis à toi, et 11 fois ça, quoi. Pour chaque scène, donc c'est hyper long. Donc l'idée, c'est que quand t'es debout, les joueurs ils réagissent vite. Donc c'est un style de jeu qui va vite, en fait. D'accord. Et voilà, et la position debout, en fait c'est une technique d'animation et de théâtre. C'est que debout, comme t'es debout, t'es forcé de réagir un peu plus vite. Tu t'assois pas sur ton siège en somnolant. Voilà. D'accord. Et là aussi, c'est un jeu assez extrême. Par exemple, alors c'est très inspiré donc du Marquis de Sade, mais aussi, je sais pas si tu dois connaître, c'est Marquis de Topor. Oui. Voilà, Topor qui est un grand artiste, quoi. Ben oui, quand même. Et du coup, tu peux, dans le jeu, tu peux parler à ta bite, tu vois, ou à ta chatte. Voilà, qui te donne des indices sur ce qu'il faut faire. Enfin, alors c'est une espèce de dérision et de conte macabre sur la tyrannie, sur la sexualité comme tyrannie, enfin, plein de trucs comme ça. Très sadien, quoi. Ouais, très sadien, ouais. Donc ça, c'est Chevalerie et Sodomie, c'est récent, c'est quelque chose de... Ça date d'il y a, je dirais, 2-3 ans, un peu plus. Ok, donc là, après, on a un autre livre qui s'appelle Mantoid Universe. Yes. De quoi s'agit-il ? Alors, Mantoid, tu joues des survivants, en fait, d'un monde chaotique, sans pitié, et tu commences à poil avec des éléments totalement aléatoires. Des mutations, tu peux même mourir dès que tu commences le jeu, tu peux mourir. D'accord. Juste parce que les règles elles sont tellement ultra violentes que tant pis, quoi, tu perds ton perso 5 minutes après avoir commencé à jouer. Oui. Mais du coup tu le recrées, donc tu as une espèce de détachement qui se fait par rapport à la vie et la mort de ton personnage, quoi. Et t'apprends à en rigoler et à en faire des scènes géniales où tu vas mourir et t'es très content que ton personnage meure. Voilà. Donc c'est un jeu qui va extrêmement vite. Le but, c'était d'apporter l'énergie que tu as dans des musiques extrêmes, le métal notamment ou l'indus, qui est tu vas vivre une aventure pendant 2 heures, alors qu'un format d'habitude en jeu de rôle c'est plutôt 4 heures voire plus, quoi. Et là, tu as une diction qui va super vite, tu as des événements qui sans cesse te relancent les choses, et tu as l'impression en fait d'être dans une espèce de trip ou LSD. D'accord. Et ça fait un putain de choc culturel aussi aux rôlistes qui sont habitués en fait à passer des nuits blanches en fait à jouer, où tu as 3 actions qui se déroulent pendant 6 heures. Là tu as 50 actions qui se déroulent en 2 heures, quoi. Ah ouais, c'est du speed gaming, quoi, il y a un petit côté... Ouais, c'est du speed chaos gaming, ouais. Ah oui, c'est pas ordinaire, ouais, effectivement, comme concept. Et c'est pareil au niveau du public, vous avez eu des retours. Comment ça marche sur les gens ? Alors ils sont au début ils s'assoient, tu vois, mais en fait c'est comme des montagnes russes, ils s'assoient et puis ils disent ok on va jouer tranquille, et puis là tu lances le truc et là tu vois ils s'accrochent à leur siège. Ah ouais, c'est des délires. et pendant 2 heures ça va à fond la caisse, et après après la fin de la partie, tu vois, il y a un temps d'atterrissage, quoi. D'accord. Voilà, alors pareil, c'est libérateur pour eux parce que tu meurs, tu vis, tu mutes, côté adrénaline. C'est fou, quoi. Voilà. Ok, ah ouais, ça
le concept est très très insolite. Ouais. Et je vois, il y a un travail d'illustration aussi, enfin, il y a toute une esthétique. Oui, du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a bossé avec un artiste pendant 6 mois qui a vraiment un style très très particulier et qui, à mon sens, retranscrit parfaitement l'ambiance. Donc c'est un peu très Geiger, tu vois, Oui. un peu biomécanique, un peu granuleux. Mm. Et il faut savoir aussi que c'est le même univers que la trilogie de la Crasse, Mm. que d'autres jeux. En fait, ce que je fais, c'est que je développe un fameux multivers, mais à Oui. travers plein de jeux différents Mm. et à travers des styles de jeux différents. D'accord. Ok, donc on en arrive donc à ce dernier ouvrage avec une très très belle couverture qui s'appelle Mantra. Mantra. Alors, Mantra, c'est un jeu, on appelle ça Oniropunk. C'est très inspiré aussi notamment du cut-up, hein, de William Burroughs et de Gizen. oui, Brian Geizing. Gazine, pardon. L'idée, en fait, tu joues des junkies et ils sont projetés dans d'autres univers, D'accord. dans leur vie antérieure, dans leur vie parallèle. Mhm. Et c'est un jeu qui est sandé, ce qui est aussi pas fréquent dans le jeu de rôle. Mhm. Mais par contre, le moteur du jeu, les règles, c'est du cut-up. Donc en gros, tu découpes des morceaux de texte, des journaux, d'autres bouquins si tu veux. Mhm. Et en fait, pour savoir qu'est-ce que tu vas jouer ou qu'est-ce que tu as, moi je sais pas, comme idée, comme équipement, tu pioches en fait durant la partie et ça te donne des idées. Voilà. Donc on utilise en fait une méthode surréaliste au cœur du jeu. Oui, c'est une micro rebondissement, c'est-à-dire que tu citais aussi comme influence le surréalisme, c'est Ouais. là aussi qui est quelque chose qui est pas très courant dans l'univers des rôlistes. Non. Et là, on peut dire qu'effectivement, surréalisme, cut-up, on a quelque chose qui renvoie effectivement à cette culture-là. Oui, parce que le jeu de rôle c'est quand même une conversation à la base. Oui. Il y a des dés, etc. Mais en fait, tu discutes autour d'une table. Mhm. Et du coup, c'est du langage. Et Oui. donc, Mantra, l'idée, c'est de prendre ce langage, en fait, vraiment d'en faire une créativité à l'intérieur du jeu, quoi. Mhm. Voilà. D'accord. Et il y avait un petit livre qui est caché sous les autres gros livres. Alors, du coup, je publie aussi en tant qu'auteur, plutôt novelliste, Oui. dans le fanzine littéraire Violence. Qui est ici. Voilà. Ouais, d'ailleurs, j'ai une nouvelle dedans, dans le dernier. Et du coup, je connais Luna Beretta, donc, qui est l'éditrice de Violence, depuis quelques temps. Et elle m'a fait confiance pour pouvoir être publié. Donc, du coup, j'y publie quelques récits d'ordre réaliste noir, quoi, on va dire. Voilà, depuis quelques temps. Et voilà, c'est un exercice aussi très différent du jeu de rôle. Mhm. Et c'est très bien comme ça, d'avoir des billes un peu dans différents styles, quoi. Mhm. Voilà. Ok, est-ce qu'on peut dire une conclusion, une phrase impérissable? Je dirais rester créatif et puis essayer de pousser un peu les limites, quoi. Et Oriane? Je dirais de garder l'esprit ouvert et casser un petit peu les concepts de base Mhm. pour justement rester créatif. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup. Et merci à vous deux. Et, Merci à toi. Merci à toi. et voilà, on espère que cette vidéo va peut-être aussi toucher des gens qui peut-être vous connaissez pas. Et en tout cas, donc, vont donner envie aux lecteurs de Superflu donc, de vous intéresser à la trilogie de la Crasse et à toutes ces œuvres. Voilà, donc allez-y. C'est pas banal, c'est des expériences extrêmes mais assez novatrices. Et voilà, on espère que vous serez nombreux à les partager. Merci beaucoup.